Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Merci beaucoup d'être là, si nombreux. J'y croyais pas, franchement. Je crois que c'est Bowie, c'est toujours un effet un peu étrange. Et d'ailleurs, quand on m'a sollicité il y a quelques mois déjà pour faire cette conférence autour de Bowie, je me suis dit, oh là 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 là, Bowie. J'ai toujours l'impression avec Bowie d'être au pied de l'Everest avec des tongs et de devoir gravir comme ça, parce que j'ai l'impression que Bowie, il y a tellement de choses à dire que ça ne correspond plus à ce format un peu qu'on appelle court là aujourd'hui, mais de conférence, parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre, et généralement on n'arrive pas à en faire le tour. Et puis Anne Marast, qui était mon interlocutrice au Forum des Images, que je salue d'ailleurs parce qu'elle a eu un petit accident et donc elle ne peut pas être là, m'a appelé une fois en me disant bah, j'ai eu une idée, pourquoi, puisqu'on va faire ce cycle Bowie, il va y avoir Furio qui va être projeté, pourquoi ne pas faire un cours autour de Bowie et Sakamoto, parce que évidemment il y a ce lien qu'on va voir assez longuement, mais aussi parce que ce sont deux musiciens qui certes n'ont pas eu beaucoup d'interactions entre eux, ça on le verra, mais qui forcément avaient des liens très importants, des liens musicaux, des liens aussi, dans un sens, pour Bowie, une fascination pour le Japon sur laquelle on va revenir, et puis pour Sakamoto également une très grande incidence sur sa musique, de la musique occidentale en général. Donc il y a quand même pas mal de pistes. Donc je me suis dit finalement, cette idée comme ça de croiser ces itinéraires entre Bowie et Sakamoto avait du sens. Bon, déjà, ce sont deux artistes majeurs, évidemment, chacun dans leur domaine, ça ne se discute pas. Et puis, ils sont tous les deux, alors c'est un peu, on va dire, c'est un prétexte un peu étrange de dire, ils sont tous les deux décédés d'un cancer de manière, on va dire, justement, bon, ce cycle Bowie précède le 10e anniversaire de la mort de Bowie, le 10 janvier prochain. Mais Sakamoto également est mort d'un cancer et tous les deux ont eu jusqu'au bout une manière de mettre en scène de manière très différente leur effacement qui me semblait être un point commun. On verra si ça tient la route, mais en tout cas, voilà. Ce ne serait pas un argument, évidemment, de parler uniquement de leur maladie, mais on peut voir deux approches qui correspondent d'une certaine manière à la façon dont tous les deux ont exercé leur art. Bowie étant depuis toujours l'homme du simulacre, on va dire, et de la mise en scène, et Sakamoto plus discret, plus secret, mais sa musique évoque une certaine transparence dont il a cru bon de faire rejaillir sur ce qui a été sa maladie, puisqu'il l'a annoncé tout de suite. Bowie, lui, est décédé, donc je l'ai dit, le 10 janvier 2016, Sakamoto 7 ans plus tard, le 28 mars 2023. Et pour l'anecdote, Sakamoto était né le 17 janvier en 1953, donc on peut imaginer que son anniversaire en 2016 n'était pas le plus joyeux, puisque c'était le lendemain de la mort de celui qui fut des années plus tôt, donc son partenaire à l'écran. Alors à l'écran, oui, ce sont deux immenses musiciens. Ils auraient pu faire beaucoup de choses ensemble, mais la seule fois où ils ont collaboré, ce n'était pas dans un studio d'enregistrement, ce n'était pas lors d'un concert, mais c'était sur un plateau de cinéma. C'était donc en 1983, et sans plus tarder, pour ceux, s'il y en a qui ne voient pas du tout de quoi on parle, on va regarder un extrait du film en question. 審判長、多少尋問したいと思いますが。To be or not to be? That is the question, Major Serious. The prosecutor said that you landed in Java by parachute. Under whose orders? Under the orders of the Supreme Commander of His Majesty's forces in India. Were you not under the commander in Java? You know I came to Java in August. You know that the commander in Java was captured in March. You know, Captain. Captain Yonoe.
Captain Yonoi, donc c'est une scène de Merry Christmas Mr. Lawrence du réalisateur japonais Nagisa Oshima, sorti, comme je le disais, en 1983 et présenté en compétition officielle à Cannes cette année-là. Un film connu en France donc sous le nom de Furio. Furio, c'est le nom japonais qu'on donne aux prisonniers de guerre. C'est le sujet du film qui se déroule donc pendant la Seconde Guerre mondiale en 1942 dans un camp de prisonniers à Java, mais on y reviendra. C'est le premier film de Ryuichi Sakamoto comme acteur. Il n'en fera pas beaucoup et on comprend un peu mieux pourquoi quand on le voit jouer. C'est aussi le premier film dont il compose la bande originale. Ça, c'est beaucoup plus important. C'est le premier film d'envergure, en tout cas, parce qu'il avait fait une autre BO, mais la même année, mais qui n'était pas si inaperçue. Et on comprend après pourquoi le coup de maître qui a représenté cette BO, il est devenu l'un des compositeurs les plus prisés du cinéma international, comme de la télévision. Il a fait environ une 60aine de BO pour des films, des téléfilms et des séries. Alors pour rappel, il a notamment travaillé avec Bernardo Bertolucci sur Le Dernier Empereur, Un thé au Sahara et Little Buddha, pour Pedro Almodovar dans Talons aiguilles, Brian De Palma pour Snake Eyes et Femme fatale, ou encore Inarritu, on lui doit pour ce dernier les musiques de Babel et de The Revenant. Donc c'est parmi les dernières choses qu'il a fait. On ne va pas faire tout l'inventaire, mais enfin vous irez voir, c'est assez impressionnant. Mais alors, Sakamoto lui dit lui-même cette carrière parallèle de compositeur de musique de film, en plus de sa carrière de musicien, au sein du groupe Yellow Magic Orchestra, puis en solo ou en collaboration avec La Terre entière, eh bien, il la doit à David Bowie. Alors pourquoi ? Eh bien, parce qu'à l'origine, c'est à David Bowie que Nagisa Oshima s'était évidemment adressé pour faire la musique de ce film, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Alors on comprend Oshima, il s'offre une rockstar, sans doute payée une fortune, autant lui faire la musique du film, ce qui aurait encore plus boosté la promotion à la sortie. Mais voilà, Bowie lui a dit niet, il voulait se concentrer exclusivement sur son rôle, celui du Major Sellers qu'on vient de voir, et il n'avait pas le temps d'écrire en plus une musique de film. D'ailleurs, Bowie a déclaré à ce propos « Je n'ai que très rarement accepté de faire la musique dans un film dans lequel je jouais parce que c'était déjà difficile dans ma position de m'imposer en tant qu'acteur. Je ne voulais pas que les gens se disent « Bon, il n'est pas terrible comme acteur, mais au moins, on aura la musique. » Alors Oshima s'est rabattu sur l'autre musicien qu'il avait sous la main, bien moins connu, notamment hors du Japon, que David Bowie. Et donc Ryuichi Sakamoto a écrit cette musique qui, si on a vu le film, vous hante encore bien plus longtemps après le générique de fin. J'ai même envie de dire que la musique, 40 et quelques années après, est ce qui reste de plus réussi dans ce film qui a quand même pas très très bien vieilli. En plus, alors qu'on sait que, on ne sait pas si c'est un pied de nez volontaire ou juste une belle idée, mais pour la chanson du film Forbidden Colors, Sakamoto va faire appel à un chanteur qui était considéré à l'époque comme un clone de Bowie, David Sylvian, dont le groupe, c'est un Anglais David Sylvian, mais le groupe s'appelait Japan. C'est un très beau garçon avec une mèche à la Bowie et surtout une voix absolument bouleversante, très grave et profonde, ce qui a permis de faire de la chanson un tube international. Donc rien qu'à travers le nom de son groupe Japan, donc Sylvian était déjà une connexion évidente avec le Japon. Mais c'est avec Sakamoto et ce film qui va enfin être reconnu à l'échelle planétaire et évidemment en Extrême-Orient. Alors, donc c'est un concours de circonstances heureuses. La carrière de Ryuichi Sakamoto comme musicien bankable reconnu à travers le monde a démarré parce que Bowie lui en a offert, sans le vouloir, l'opportunité. Et puis, il est temps de lever le voile sur une des choses assez troublantes que j'ai moi-même découvertes très tardivement en faisant une interview de Sakamoto à l'occasion d'un de ses derniers albums, Async, qui est sorti en 2017. Alors, Bowie était mort quelques mois plus tôt. Naturellement, j'ai posé la question à Sakamoto de savoir quelle avait été sa réaction en apprenant les disparitions de son ami. Dans mon esprit, il ne pouvait pas en être autrement. Les deux hommes étaient restés liés depuis 1983. En plus, ils vivaient pas loin l'un de l'autre, à New York. Alors Sakamoto a forcément été bouleversé par la mort de Bowie, comme tout le monde, mais pas en tant que proche, puisque figurez-vous que les deux musiciens ne s'étaient
quasiment jamais revus depuis le tournage. Alors, plus exactement, ils se sont recroisés, mais à peu près la même année. Il y a une photo à la mort de Bowie, l'épouse de Ryuichi Sakamoto a publié une photo où on voit Bowie avec leur petite fille, mais ça doit dater à peu près de la même époque. C'était lors d'une visite de Bowie à Tokyo, mais voilà, il n'y a plus du tout d'interaction entre eux. Et donc, lors de cette interview, pour faire bonne figure, Sakamoto appelait toujours Bowie par son prénom. Voilà ce qu'il m'avait dit. J'ai beaucoup aimé Black Star, qui était donc le dernier album de Bowie, sorti 48 heures avant sa mort. J'ai évidemment été choqué, comme nous tous, par sa mort quelques jours après la sortie d'un disque aussi empli de vitalité. La voix de David était si puissante qu'on a du mal à croire que c'est un homme déjà malade qui chante. Moi qui ai eu un cancer au même moment, je sais combien cette maladie vous diminue, vous affaiblit, et c'était encore plus impressionnant d'entendre David chanter comme ça. Mais au fond, on sentait un peu de regret comme lui, d'ailleurs, il l'a dit, celui de n'avoir pas pu entretenir une relation après le tournage. Sakamoto est très japonais dans son approche d'autrui, et il dira à plusieurs reprises qu'il n'a pas osé reprendre le contact avec Bowie. Peut-être qu'il craignait que Bowie ne le snob ou je sais quoi. Comme prétexte, il a avancé qu'il ne parlait pas assez bien anglais et que la communication n'aurait pas été très fertile. Alors cette rencontre au sommet donc fut sans lendemain. On ne va pas se priver de regarder un autre extrait de Furio, le plus torride, celui aussi qui nous fait dire que Sakamoto n'était pas l'acteur du siècle. On va regarder. Donc avant de s'atteler à l'écriture de la musique du film qu'on a entendu là, Sakamoto avouera qu'il était un peu tétanisé parce que c'était la première musique donc, pour un film qui allait connaître un retentissement mondial, et inconsciemment il devait aussi sentir le regard de Bowie au-dessus de son épaule. Alors Oshima lui a donné une piste qui s'est avérée être la bonne. Il lui a dit de ne pas chercher à illustrer musicalement les scènes du film, mais de composer une musique qui serait le reflet des tourments de son personnage, une musique intérieure donc. Il faut dire que le personnage de Yonoi, comme on l'a vu, est pas mal tourmenté. Mais avant de revenir sur ce que j'ai appelé une étrange fascination, celle qui a pu relier par-delà leur unique rencontre les deux musiciens, reparlons donc un peu de ce film. Merry Christmas, Mr. Lawrence, donc, est le 21e film du grand réalisateur japonais Nagisa Oshima, à qui on doit notamment le célébrissime et ultra sulfureux L'Empire des Sens en 1976, mais aussi Conte cruel de la jeunesse, très beau film au début des années 60. Oshima, c'est un des représentants les plus célèbres de ce qui s'appelait à l'époque la Nuberu Bagu, un nom calqué sur la nouvelle vague française, qui était l'inspiration directe de cette nouvelle vague japonaise. Mais au moment de Furio, dans les années 80, on est loin de la liberté formelle des débuts, même si les thèmes sous-jacents, notamment l'impossibilité du désir sans souffrance, sont encore là. Donc le film se situe dans un camp de prisonniers à Java durant la Seconde Guerre mondiale. Le capitaine Yonoi, que joue Ryuichi Sakamoto, dirige ce camp. C'est un personnage d'ailleurs inspiré par l'écrivain et guerrier aux sympathies fascisantes Yuko Mishima.
Parmi les détenus, il y a donc un certain John Lawrence, qui n'est pas le personnage joué par Bowie, c'est Tom Conti qui joue ce rôle, qui va donner son nom au film. Mais évidemment, ce qu'on va retenir, c'est le duel entre Yonoy Sakamoto donc, et le major Jack Selliers, David Bowie, qui a atterri sur l'île en parachute. Et il a attaqué un convoi japonais avec des guerrilleros locaux. Et donc, ça lui vaut l'emprisonnement dans le camp. Alors, pour l'anecdote, Oshima n'avait pas pensé à Bowie au départ. Il devait confier le rôle à Robert Redford, qui a décliné. Il n'avait pas non plus pensé à Sakamoto, mais à une vraie pop star nippone de l'époque, Kenji Sawada, qui a également refusé. Donc, on aura par défaut ce face-à-face inespéré entre deux immenses musiciens, Bowie et Sakamoto. Donc à Cannes, en 1983, Bowie ne fait pas le voyage pour rien, puisqu'il est également présent au générique des Prédateurs de Tony Scott, un film de vampire avec Catherine Deneuve, qui se fait voler la vedette par Furio à l'époque. Alors les deux films repartiront en bredouille, mais pour les Prédateurs, c'est normal, il était hors compétition. En revanche, Furio, qui a été à l'époque très remarqué, n'a pas eu de prix. Alors, on ne va pas résumer tout le film, il passe tout à l'heure si vous voulez aller le voir, ce sera un peu long et puis on est surtout là pour parler de musique. Mais on va quand même s'arrêter sur ce qui en constitue le point central, on l'a vu dans l'extrait à l'instant, la relation homo-érotique des deux soldats issus de deux camps ennemis, c'est la grande affaire de Merry Christmas Mr. Lawrence. Oshima, c'est un cinéaste du désir et chez lui, comme chez pas mal d'autres, le désir conduit presque invariablement au supplice et à la mort. Alors on se souvient tous de la scène de l'Empire des Sens, hein, le film le plus explicite de cette relation entre Eros et Thanatos, quand Sada Abe tranche le sexe de son partenaire après l'avoir étranglé à sa demande. Alors ici, ce n'est pas le sexe de Bowie que Sakamoto va trancher, mais il va trancher quelque chose. Je suis sûr que vous en mourrez d'envie de savoir quoi, mais c'est pour dans quelques instants. Il faut quand même replacer cet extrait dans son contexte. Après la scène qu'on a vue, là où il s'évanouit, Yonoy a perdu la direction du camp de prisonniers. Il est remplacé par un capitaine beaucoup plus dur qui ne nourrit pas les mêmes sentiments que lui et qui ne va pas par quatre chemins puisqu'il va donner l'ordre d'enterrer le major Selliers, de l'enterrer dans le sol avec uniquement la tête qui dépasse, une image qui est restée très iconique parce que c'était Bowie et que voilà, et en plus de ça on le voit mourir lentement pendant des heures au soleil. Donc lui, Yonoy, va parvenir à s'infiltrer la nuit parce qu'il est donc chassé du camp, mais il arrive à revenir. Et pendant que Sellier continue d'agoniser, et c'est la scène climax du film, la plus belle sans doute, symboliquement et esthétiquement. Et on va donc la regarder tout de suite.
Voilà, donc célébrissime scène de Furio, avec donc voilà, cette mèche de cheveux qu'emporte Sakamoto avec lui, enfin le personnage de Sakamoto. Donc, je l'ai dit, on est avant tout là pour parler de musique. On va donc maintenant laisser de côté le film pour revenir sur ces liens entre David Bowie et Ryuichi Sakamoto, et plus généralement sur les liens entre Bowie et le Japon, parce que ce sont des liens très nombreux, fournis. Il suffit d'observer ne serait-ce que la plastique de Bowie, la façon de se mouvoir à différentes périodes importantes de sa carrière, pour deviner qu'il a fortement été influencé par l'art théâtral japonais. Alors on sait que Bowie a été, dès ses jeunes années, très marqué par l'art du mime, notamment par le chorégraphe et mime britannique Lindsay Kemp. Au début des années 70, il a été l'élève de Lindsay Kemp au Dance Center de Covent Garden, dont Kate Bush fut aussi l'une des étudiantes. Alors Lindsay Kemp, quant à lui, a été fortement inspiré par le kabuki, le théâtre traditionnel japonais, comme par le théâtre No. Donc cela fait clairement partie des choses dont Bowie va se servir pour échafauder son personnage d'alien qui va évoluer tout au long des années 70. Le Japon, encore à l'époque, c'est une planète qui semble autant que Mars éloignée du système solaire européen. Donc Bowie, pour lui, c'est à la fois une sorte de mystère, mais aussi une source d'inspiration très exotique. Donc il emprunte très très vite une partie de sa gestuelle au kabuki. Il a cette gestuelle très cérémonielle, des postures un peu angulaires, le côté figé, graphique. Il y a aussi ce maquillage blanc qu'il emprunte certes à la figure du Pierrot lunaire, mais qui provient aussi du kabuki. Alors si vous voulez, j'ai quelques exemples, si on peut basculer sur... voilà. Ça, c'est typiquement le genre de figures du kabuki qui vont être utilisées par Bowie. Bon, il y a énormément d'emprunts, mais disons que ce maquillage-là est une des choses les plus importantes. Alors Bowie dira dans une interview en 1978 que le théâtre kabuki lui avait enseigné la discipline du mouvement. Alors, quand on réfléchit à l'importance du mouvement dans l'esthétique visuelle de Bowie, qui le différencie d'ailleurs de la plupart des rockstars des années 70, on comprend que le Japon a été un terrain d'exploration déterminant, mais il n'y a pas que ça. L'autre figure du théâtre japonais dont va s'inspirer Bowie, c'est celle d'Onagata, qu'il faut préciser que dans le théâtre kabuki, seuls les hommes sont autorisés à jouer. Et donc, il joue aussi les rôles féminins. Donc, vous me voyez venir, tout le goût du travestissement et de l'androgynie de Bowie est donc issu de son intérêt pour le Japon. Évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a dans la création de son personnage, il y a évidemment Andy Warhol, la Factory, les superstars androgynes créées de toutes pièces par Warhol. Mais si on croise ces deux influences, on obtient assurément un gros pourcentage de ce qui constitue Bowie lors de sa métamorphose en Ziggy Stardust. Alors on verra plus loin que Sakamoto a également utilisé les mêmes références que Bowie dans une troublante mise en abîme d'une certaine manière, puisqu'il s'est inspiré du look de Bowie dans les années 70. Lui-même provenant de l'influence japonaise, on peut donc parler de réappropriation culturelle d'une certaine façon. Alors plusieurs artistes japonais que Bowie a croisés dans les années 70 l'ont aidé à façonner ses personnages, mais aussi la scénographie de ses concerts. Alors, par exemple, un certain Tamasaburo Bando, un acteur de théâtre, qui l'a initié au maquillage et au transformisme à l'aube justement de la création du personnage de Ziggy Stardust. Il y a également un compositeur, Toru Takemitsu, qui lui expliquera une technique japonaise qui s'appelle... Alors, il y a deux noms, hein, c'est Ikinuki, je ne sais pas s'il y a des gens très connaisseurs du Japon, mais enfin, c'est deux noms différents, Ikinuki ou Ayagawari, pardon, qui est utilisé donc une technique dans le théâtre japonais pour permettre des changements de costume à la vitesse de l'éclair. Alors, il s'agit de fils disposés de part et d'autre
du vêtement, et des gens aussi de part et d'autre de la scène qui tirent de manière assez sèche les fils, et le vêtement laisse place à un autre vêtement. Alors, ceux qui ont vu par exemple les concerts de Bowie en 73 filmés par Dea Pennebaker sur la tournée Ziggy Stardust, ça vous dit sans doute quelque chose. C'est typiquement le genre de scénographie et que Bowie a utilisé. Et Bowie, dans les années 70, même de manière pas aussi directe, mais symboliquement, c'est vraiment le personnage Ayagawari, Gary, pardon, parce que évidemment il change de costume et de personnage comme un éclair, ce fameux éclair qui lui barre le visage sur la pochette de Aladdin Sane. Alors le fait également qu'il s'adresse à des stylistes japonais a été quand même une chose assez déterminante chez Bowie, notamment Kansai Yamamoto, qui a créé donc la plupart de ses costumes de scène à l'époque. Et cette fascination pour l'esthétique d'avant-garde japonaise repose à la fois sur la tradition et sur une certaine idée du futurisme, comme on le conçoit à l'époque. Si on peut remettre les photos, voilà le genre de choses que Kansai Yamamoto a créé pour Bowie. Voilà, c'était à la fois créer un personnage qui soit ce qui était d'une certaine manière David Bowie à cette époque-là, à la fois dans la musique et dans la façon dont il voulait se montrer, c'est-à-dire quelqu'un qui venait d'ailleurs, et en même temps ça reste dans l'esthétique du Japon, des choses qui sont inspirées des costumes traditionnels. Il y a encore plus explicite, hein, par exemple cette robe-là, voilà, qui a été créée par Kansai Yamamoto. Là, il y a carrément des hiéroglyphes japonais. Donc c'est vraiment une influence extrêmement importante. On voit également voilà, le maquillage de Bowie, comme on disait tout à l'heure, inspiré par le théâtre japonais. Et alors, par exemple, il y a une autre chose par rapport à l'image qu'on vient de voir là, cette chevelure rousse, on pourrait dire que c'est, je ne sais pas, inspiré par... Et en fait, ça vient également du théâtre japonais, puisque ça fait référence à un personnage récurrent, celui de la danse du lion, qui est souvent présent dans les tableaux traditionnels du théâtre kabuki. Et David Bowie l'avait découvert en 71 en voyant justement une photo de Kansai Yamamoto qu'on va voir. Voilà, c'est cette photo-là, en 71, dans un journal de mode qui s'appelait Honey, et qui reprenait justement cette perruque qu'on retrouve dans le théâtre japonais. Et ça, c'est typiquement dans la création du personnage de Ziggy Stardust, c'est tous ces éléments-là, finalement, si on en fait l'inventaire, viennent quasiment tous du Japon. Donc, d'une certaine manière, on a par exemple évidemment ce personnage-là, qui est une sorte d'avatar de Ziggy Stardust, donc Aladdin Sane, qui était un jeu de mots. Aladdin Sane, c'était a lad insane, donc un garçon dérangé, en gros, mais dont il a trouvé une sorte de nom voilà, un peu fantasmatique. Et ça, typiquement, c'est le genre de choses que Bowie a créé en inspiration directe de la culture japonaise. Plus tard, il y aura le Thin White Duck, par exemple, à Duke, à l'époque de l'album Station to Station. Pareil, visage très blanc, posture raide. Et puis, celle que tout le monde connaît, c'est celle-ci, c'est la pochette de l'album Heroes, donc en 1977, qui est l'œuvre d'un autre photographe japonais, Masayoshi Tsukita, qui reprend là encore les codes du théâtre japonais traditionnel. Cette imagerie de Tsukita est importante dans cette esthétique que vont développer à la fois Bowie et Iggy Pop, puisque la pochette de l'album The Idiot, qui est un album produit par Bowie, c'est également une photo de ce même photographe japonais. Elle est dans la même veine, comme vous pouvez le voir. Et donc ces deux photos, celle de The Idiot et celle de Heroes, ont été prises au Japon en 1977 au cours du même voyage.
Et ce n'est pas un hasard si Tsukita est aussi l'auteur de la photo de la pochette du 3e album de Ryuichi Sakamoto, qui est celle-ci. Voilà. Et là, on peut voir directement l'influence de Bowie avec une espèce d'éclair. Voilà, donc là encore, il y a une espèce d'échange entre eux qui, de manière inconsciente, sans savoir qu'ils allaient se rencontrer, parce que là, ça paraît en 1981, donc ils ne sont pas encore en connexion. Mais voilà, de façon assez troublante, il se retrouve que le personnage d'Aladdin Sane et ce personnage-là qu'incarne Sakamoto sur cette photo-là, bah, c'est d'une certaine manière, et puis plus c'est croisé entre le personnage d'Aladdin Sane et l'autre personnage qui était peut-être encore plus récent, qui était celui de Scary Monsters, de la pochette de Bowie, de l'album qui est sorti en 1980, où là, il a ce maquillage de Pierrot qui, lui aussi, peut être relié à la culture japonaise. Et justement, avant de faire cet album, Scary Monsters, en 1980, Bowie a longuement séjourné au Japon et à Kyoto, dans une école baptisée Togendo, où était enseigné l'art traditionnel japonais. Donc il allait quand même de manière assez sérieuse là-bas, pour non pas en touriste, mais vraiment pour apprendre des choses. Et en 1979, il a même déclaré à la presse qu'il avait l'intention de s'installer définitivement à Kyoto pour y vivre. Alors, il ne le fera pas, mais on peut entendre sur cet album Scary Monsters l'influence du Japon. Alors, pas directement, mais on le saura plus tard, parce que figurez-vous qu'il y avait un titre inédit dans cet album qui n'est sorti que des années après, un instrumental qui s'appelait Crystal Japan. Donc là, c'est vraiment explicite. Il s'agit d'un morceau assez peu connu, mais qui fait un lien assez évident entre la musique que Sakamoto va développer dans certaines de ses musiques de films, à savoir un croisement entre la musique traditionnelle japonaise et la modernité des synthétiseurs. Il y a un autre morceau de David Bowie, coécrit avec Brian Eno, un peu plus ancien, sur l'album Heroes en 1977, qui lui aussi est inspiré directement du Japon. Il s'agit de Moss Garden, qui est un autre instrumental où on entend du koto, qui est un instrument à cordes pincées, qui est un instrument chinois à l'origine, mais qui a été utilisé, pareil, dans le théâtre kabuki comme accompagnement. C'est ce qui accompagnait les scènes. Et Moss Garden, c'est aussi un endroit à Kyoto dont Bowie se souvenait de ses voyages. Donc voilà qui nous amène à aborder un autre territoire commun entre David Bowie et Ryuichi Sakamoto, à savoir la musique ambiante. La musique ambiante, c'est d'une certaine manière Brian Eno qui a un peu posé les bases de cette musique-là, sous l'influence quand même très forte de la musique allemande des années 70. Et Bowie s'est converti à la musique ambiante au contact de Brian Eno, notamment sur l'album Low en 1976. Et là, on peut raccrocher encore une fois le wagon avec Sakamoto, qui lui aussi, des années plus tard, va être un grand maître de l'ambiante, d'une certaine manière. Donc on peut avancer sans trop prendre de risques que l'ambiante, sur pas mal d'aspects, est une musique qui résonne d'évidence avec le zen japonais, et cette approche notamment du silence qui contribue à faire figurer dans le même cercle d'affinité ces deux artistes. Il faut voir que leurs deux carrières, évidemment, ne sont pas complètement parallèles, puisque Sakamoto a commencé quand même bien plus tard, mais qu'en revanche, à un moment, il y a un croisement qui paraît quand même assez évident. En revanche, leur approche, d'une certaine manière, de la musique, même de la musique ambiante, elle est presque éloignée et dissemblable, puisque pour Bowie, la musique ambiante, alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la musique ambiante, mais c'est une musique généralement assez, déjà instrumentale, mais planante, on va dire. C'est ce qu'on disait un peu à l'époque, parce que c'était aussi l'époque du rock planant. Donc, mais c'est une musique qui peut être aussi à la fois une sorte de musique d'ameublement,
La grande référence de la musique ambiante, c'est Erik Satie. Donc c'est vraiment une musique qui est pas là pour être mise en avant, mais qui est là pour être mise d'une certaine manière. Alors Brian Eno a beaucoup développé ça, il a fait Music for Airports, il a fait des tas de musique fonctionnelle d'une certaine manière. Et la musique ambiante est devenue au fil du temps un genre en soi qui a été, qui a dépassé le cadre de sa fonction d'origine, qui était de dire c'est une musique en gros tapisserie, et puis c'est devenu une musique extrêmement expressive, on va dire, mais qui n'exprime pas toujours les mêmes choses. Alors pour Bowie, on a quand même le sentiment, lorsqu'on écoute ces morceaux, notamment de Low et de Heroes, que c'est une terre d'incertitude et d'inquiétude, de tâtonnement, comme si il avançait comme ça vers l'inconnu sans trop savoir où il va. Il se laisse dériver. Et ce qui l'intéresse, c'est le voyage, la trajectoire, c'est pas la destination. Alors, l'un des morceaux de Ambient, d'ailleurs, de l'album Heroes s'intitule Sense of Doubt, donc le doute, ce qui en dit long quand même sur ces sentiments de l'époque. Alors, il faut rappeler que Bowie, durant la seconde moitié des années 70, revenait de ces années américaines où il avait pas mal abusé de la cocaïne, notamment. Il était devenu une espèce de zombie un peu paranoïaque. Il était même plus, il était totalement même paranoïaque. Hein. Il mangeait des poivrons et il buvait du lait. Et il était persuadé qu'on voulait l'empoisonner, donc il ne consommait que ça. Donc il a eu quand même une période, on le voit, il y a un film notamment où on le voit, il est très amaigri, il ressemble vraiment à un spectre. Hein. Et quand il est revenu après cette longue période à Los Angeles, qui est une période qu'il a détestée, enfin une ville qu'il a détestée, et une période de lui-même qu'il n'a pas du tout. Donc il est revenu en Europe. Et c'est pas de l'ambiance. Hein, il est revenu en Europe et à ce moment-là, il a fait une véritable. Déjà, il a voulu sauver sa peau, hein, donc il s'est sorti à peu près de toutes ses addictions. Et à travers ses albums, donc ce qu'on a appelé la trilogie berlinoise, qui est un nom qui est un peu fallacieux, puisque le premier volume, L'eau, a été enregistré à 30 km de Paris, au château d'Hérouville, même s'il a été mixé à Berlin. Le second a été fait à Berlin, et le troisième, Lodger, a été fait en Suisse. Mais bon, on appelle ça la trilogie berlinoise, parce que ça correspond aussi à un état d'esprit qui était celui de cette recherche musicale de l'époque, dont l'Allemagne était vraiment l'épicentre. On va y revenir un peu plus loin. Mais chez Sakamoto, le rapport à l'ambiance, si on l'appelle comme ça, hein, parce qu'il faut bien donner une étiquette, c'est totalement autre chose. L'ambiance, pour lui, c'est vraiment la musique de la méditation et de la contemplation. Sakamoto est vraiment un contemplatif absolu. Il n'y a pas peut-être un musicien plus contemplatif que lui. Et son dernier album, donc, enfin son dernier album important, on va dire, qui s'appelle donc Async, qui est sorti en 2017, a été composé à New York au moment où il a l'impression qu'il est en rémission de son cancer. Enfin, d'ailleurs, il est en rémission de son cancer, c'est ce que les médecins lui ont dit. Donc il compose cet album à ce moment-là, vraiment avec la certitude d'avoir traversé cette rivière qui le menaçait et de ne pas avoir coulé. Il a donné à l'époque un concert à la Maison du Japon à Paris. J'étais à ce concert et c'était assez fascinant de le voir jouer, non seulement d'instruments, mais aussi jouer avec des pierres, avec de l'eau. Et quand je dis jouer, il ne faisait pas mumuse, hein, c'était vraiment de la musique. Et c'était vraiment pour lui, on avait ce sentiment-là, à la fois le désir d'exprimer cette joie de la Renaissance et aussi de recherche de l'apaisement absolu. Comme je l'ai dit juste avant, l'autre courant majeur, donc, qui a eu une influence énorme à la fois sur Bowie et sur Sakamoto, c'est la musique électronique allemande des années 70. Alors, en Allemagne comme au Japon, ce sont deux pays qui ont perdu la guerre et qui ont vécu pendant très longtemps avec ce traumatisme. Et la génération suivante, donc, qui est celle
des musiciens, alors je ne sais pas, les noms, c'est évidemment Kahn, Neu, Kraftwerk, tous ces musiciens-là qui sont nés pendant ou après la guerre, ont eu de fait un désir très profond de faire table rase, quoi, et de dire la musique telle qu'elle existait jusqu'ici, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la musique rock des années 60, la musique, le jazz par exemple, toute cette musique-là était une musique qu'il fallait abolir d'une certaine manière. Et le rock qui est né après la guerre, pour eux, a été très vite une sorte de... c'était la musique vraiment des vainqueurs de la guerre. Donc il fallait inventer quelque chose d'autre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors moi, j'ai rencontré une fois, enfin plusieurs fois d'ailleurs, mais une fois, c'était assez étrange, Erwin Schmidt, qui était un des musiciens du groupe Cannes, qui est d'ailleurs le seul survivant du groupe. Et c'est très étrange de se retrouver face à un musicien qui, au bout d'un moment... quand vous lui posez la question de manière très délicate et en essayant de faire en sorte de ne pas être trop intrusif, vous dit « mais mon père était nazi ». Et quand j'ai parlé avec lui, nous n'étions jamais d'accord, mais voilà, il était au parti nazi. Ça ne veut pas dire qu'il a mis des gens dans des chambres à gaz, hein, mais le parti nazi comportait beaucoup de gens. Et d'une certaine manière, il revendiquait le fait que la musique qu'ils avaient fait à cette époque-là était une sorte de façon d'effacer toute une histoire qui était une histoire traumatique. Au Japon, c'est pas forcément très très différent, même si ça n'a jamais été exprimé de cette façon-là. Et puis le Japon a eu peut-être moins de... Comment dire, a été un pays moins problématique pendant la Deuxième Guerre mondiale. En plus, ils ont pris deux bombes atomiques, donc c'est pas forcément... voilà. Mais au Japon et en Allemagne, beaucoup de musiciens ont utilisé les synthétiseurs comme l'emblème d'un nouveau monde censé faire oublier l'ancien. Alors, Sakamoto a appartenu à un trio japonais, donc le Yellow Magic Orchestra, qui a commencé au milieu des années 70, durant la seconde moitié des années 70, et qui a été très justement comparé à Kraftwerk, qui était voilà, une des influences revendiquées explicitement par Bowie. Et quand je dis explicitement, sur l'album Heroes, donc en 77, il y a un titre qui s'appelle V2 Schneider, qui résume un peu tout ce qu'on vient de dire, puisqu'il s'agit d'un nom croisé entre le missile V2 développé par l'Allemagne nazie au cours de la Seconde Guerre mondiale et celui d'un des membres de Kraftwerk, Florian Schneider. Donc, par un effet miroir assez intéressant, l'Allemagne va constituer une sorte de territoire neutre d'exploration à des années de distance pour Bowie comme pour Sakamoto. Alors sans doute parce que les musiciens allemands ont à la fois été les catalyseurs et les révélateurs pour les deux musiciens. Donc on ne revient pas sur tout ce que Bowie a pu faire en Allemagne, mais dans le cas de Sakamoto, par exemple, il y a eu une très très longue collaboration avec un musicien allemand qui s'appelle Carsten Nicolai, connu sous le nom de Alban Otto. Ils ont fait une demi-douzaine d'albums entre 2002 et 2018. Donc c'est alors un musicien pour le coup très contemporain, d'électronique pointu, minimaliste, qui a un label qui s'appelle Rasternoton. Et d'une certaine manière, c'était assez étonnant à l'époque de se dire que Ryuichi Sakamoto, qui était déjà, qui était vraiment en 2006, en 2002, quand ils ont commencé à travailler, Sakamoto était déjà un musicien très très installé dans la musique de film, mais il a eu ce besoin d'une certaine manière d'aller vers cette musique-là, de ne pas rester dans une espèce de conformisme, mais vraiment d'entamer une relation qui était peut-être celle qu'il aurait pu faire avec Bowie. Alors, avec Carsten Nicolai, ils ont fait une musique qui était quand même assez aride, on va dire, mais en tout cas, elle est probablement, parmi tout ce que Sakamoto a pu faire dans les dernières années, celle qui a été la plus inventive
Et aussi, il a pu remarquer, et peut-être grâce à ça, d'une certaine manière, il a reconnecté avec un autre public qui était celui qui était de la génération vraiment qui avait commencé à écouter de la techno et tout ça, et qui ont découvert ce musicien protéiforme. Il faut quand même dire que Bowie et Sakamoto ne sont pas du tout issus des mêmes milieux. C'est un point de divergence qui est assez important. Bowie, c'est plutôt un prolétaire. Il est plutôt dans la classe ouvrière moyenne, on va dire. Il est né à Brixton, dans un quartier très pauvre au sud de Londres. Et même si ses parents ont ensuite déménagé à Bromley, dans une banlieue un peu plus aisée, il a commencé par un job d'apprenti électricien. Donc il s'est façonné en pop star à la seule force de sa détermination et aussi par sa curiosité, son envie d'aller plus loin que sa condition, et aussi par l'influence de son frère aîné. Mais d'une certaine manière, Bowie est vraiment quelqu'un qui a... Enfin, c'est quand même la chose la plus extraordinaire chez lui, c'est sa capacité, sa détermination à aller vraiment à surpasser complètement le destin qui lui était promis. Sakamoto, ça n'a rien à voir. Il a grandi dans un environnement artistique ultra protégé. Son père était un éditeur très connu au Japon. Il a notamment édité Mishima, dont le fils incarnera d'une certaine manière dans Furio une sorte de réplique. Très jeune, Ruichi Sakamoto a fréquenté la même école que Yoko Ono, qui était une école très réputée au Japon, qui avait une école d'élite où l'enseignement artistique était très développé, était plus développé même que le reste de l'enseignement. Il a commencé le piano à l'âge de 6 ans. Et à 13 ans, il a découvert Claude Debussy, qui est devenu son musicien fétiche, celui dont il dit qu'il a le plus influencé, parce que quand on parle d'ambiance, quand on parle de toutes ces musiques-là, qui sont des musiques qui sont, disons, de la dernière... du dernier quart du XXe siècle, en fait, très souvent, les musiciens qui se sont réclamés de cette musique-là, leurs influences, elles remontaient à bien plus loin, et notamment à cette école française de Debussy, de Ravel et de Satie. Donc, d'une certaine manière, il y a une assez grande logique de la part de Sakamoto à citer Debussy. Déjà, il faut savoir que Sakamoto, bon, c'est très difficile de le résumer à un genre, puisque si on va voir toute sa discographie et toute sa production, il y a vraiment à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Mais en tout cas, le piano est resté pendant très très longtemps, et est resté d'ailleurs jusqu'au bout, puisque les derniers enregistrements qu'il a fait sont des enregistrements pour piano solo. C'était vraiment son instrument, celui envers lequel il était à la fois le plus fidèle et le plus prolixe. Mais il a touché à beaucoup d'autres genres. Il a fait au début du free jazz. Il a été très très tôt très perméable à des musiques venues de l'Occident. Et c'est lorsqu'il a commencé à jouer avec des synthétiseurs à l'université qu'il s'est intéressé à la musique de Kraftwerk, laquelle va l'amener à créer donc le Yellow Magic Orchestra. Et d'ailleurs, un des rappeurs pionniers, Afrika Bambaataa, lui avait dit que la source vraiment du hip-hop, c'était Kraftwerk et Yellow Magic Orchestra. Donc, d'une certaine manière, il a eu déjà à cette époque-là, pour les gens qui connaissaient, parce que les albums de Yellow Magic Orchestra ont quand même été assez vite distribués ailleurs qu'au Japon. Donc, c'est un groupe qui a eu quand même un peu de succès. Dans les années 80, au moment où s'opère cette rencontre éphémère entre Bowie et Sakamoto sur le tournage de Furio, pour Bowie, on est dans une autre dimension, parce que 83, c'est l'année où Bowie accède à un nouveau statut avec l'album Let's Dance, produit par Nile Rodgers. Alors, il est vraiment au zénith de sa sexitude peroxydée. Il tourne le dos
aux recherches musicales. Il n'est plus du tout dans le trip Brian Eno, tout ce qu'il avait fait auparavant. Là, il veut faire, il fait un disque de pop star populaire qui marche. Il se produit, il fait des tubes pour passer dans les clubs et il commence à jouer dans des salles autrefois dévouées au sport collectif. Donc, c'est vraiment une explosion et d'une certaine manière, le timing est vraiment parfait pour Nagisa Oshima qui sort son film au moment où Bowie sort le disque qui va finalement le rendre célèbre, ou en tout cas va le satelliser comme une pop star internationale. Parce qu'il y a un point quand même un peu déformant vu d'aujourd'hui quand on parle de Bowie, on a l'impression que ça a toujours été une superstar. Alors c'est partiellement vrai, il a joué les stars, il a beaucoup fabriqué autour de l'imagerie de la star, de l'étoile, de Ziggy Stardust, mais c'était pas un énorme vendeur de disques. Dans les années 70, il n'a pas fait de grands concerts comme Elton John, par exemple. De fait, il était moins, vu qu'il changeait à peu près tous les ans, quasiment de visage, de costume, de nom, etc. C'était très difficile de le suivre. Donc c'était quand même une star, mais une star un peu à mi-chemin de l'underground et du méga stardom. Donc d'une certaine manière, le véritable Bowie superstar, il naît à ce moment-là, au début des années 80, avec des tournées gigantesques sponsorisées par Pepsi Cola. Donc c'est vraiment là que Bowie explose. Et d'une certaine manière, c'est assez tardif parce que il a commencé au milieu des années 60. Donc c'est pas un personnage qui est comme ça arrivé. Alors évidemment, je dis ça, mais je relativise. Il y a des disques de Bowie dans les années 70 qui ont été des disques très importants et très très populaires, mais pas à ce niveau qu'il va atteindre dans les années 80. D'une certaine manière, je ne sais pas si Sakamoto a été inspiré ou pas par Bowie, on ne va pas parler à sa place, mais comme compositeur de cinéma, en tout cas, il a connu une très grande notoriété après ce coup de maître qu'a représenté Furio, mais aussi il va devenir, lui, Sakamoto, également, à son échelle, un artiste, une pop star assez importante, parce que, d'une certaine manière, il a complètement changé de paradigme au moment où il a eu cette exposition avec la musique de Furio, et notamment avec le morceau Forbidden Colors. En Occident, il est devenu, on va dire, un peu plus bankable. Et donc, il a travaillé, à partir de la fin des années 80, il a signé sur le label Virgin, il a enregistré et travaillé avec des artistes très, très différents, que ce soit David Byrne des Talking Heads, Robert Wyatt, Youssou N'Dour. En 89, il y a un album qui s'appelle Beauty, où on entend à la fois Brian Wilson des Beach Boys et Robert Wyatt, dans une version assez audacieuse, il faut le dire, de We Love You des Stones. Donc c'est vraiment une sorte de pudding qu'on n'avait jamais entendu. Et c'est d'ailleurs tout le sous-texte qu'on perçoit dans Furio, c'est-à-dire l'opposition au Japon entre ceux qui souhaitent que leur pays reste replié sur lui-même et imperméable à l'influence de l'Occident, et c'est ceux qui veulent au contraire l'ouvrir et le faire rayonner bien au-delà de l'archipel. Ça, c'est vraiment au cœur même de la carrière de Sakamoto, qui est vraiment le grand transgresseur à partir de ces années-là, donc fin des années 80, et qui va poursuivre ce mouvement-là. Il va multiplier donc des collaborations avec des artistes de tous les continents, et il va s'installer à New York, qui est quand même un peu la plateforme idéale pour ça. Et il y a chez lui le désir d'une préservation en même temps de ce qu'on retrouve dans sa musique au fil du temps. C'est d'ailleurs ce qui la rend fascinante, c'est que on peut dire qu'il va passer maître dans l'art de l'appropriation. Donc, il va faire du reggae, il va se frotter à la musique africaine, il va faire du funk,
Il va même se téléporter carrément au Brésil et former un trio qui s'appelait M2S avec le violoncelliste brésilien Jacques Moranelbaum et sa femme Paola. Il va enregistrer 2 disques qui sont des disques de bossa nova. Donc d'une certaine manière, il n'y a pas plus flexible que Sakamoto. Et pourtant, dans sa musique, alors peut-être un peu moins justement quand il fait de la bossa nova, mais il y a toujours quelque chose qui reste du Japon en lui. Et ne serait-ce que dans son approche même de la manière dont il travaille avec les gens, qui est toujours une façon pour lui d'être à la fois très impliqué et en même temps en retrait. Tout à fait l'inverse de Bowie. Donc c'est cette manière d'entrer en contact avec d'autres styles et presque d'autres raisonnements esthétiques qui sont éloignés du sien. Ça, c'est un point qu'il partage avec Bowie. Mais il y a quand même une différence assez fondamentale d'approche. Bowie, on le sait, c'est un vampire. C'est quelqu'un qui a toujours disons, emprunter la musique ou l'esthétique des autres sans jamais rien donner en retour, hein, d'une certaine manière. Il en a fait sa propre mixture à chaque fois, que ce soit avec le Velvet Underground, avec Iggy Pop, avec plein de gens. Il les a attirés vers lui, il leur a pris ce qu'il voulait prendre, et généralement, bon, il a donné un peu en retour quand même à Lou Reed et à Iggy Pop, mais il y a beaucoup de gens comme ça qui se sont sentis un peu dépossédés par Bowie. Pour vous donner une petite anecdote qui m'a été rapportée par le patron du château d'Hérouville à l'époque où Bowie est venu enregistrer, il a réuni le premier jour tout le personnel du château d'Hérouville, qui est un studio d'enregistrement, mais qui était aussi un château. Il y avait du personnel, un cuisinier, une secrétaire, enfin des gens qui étaient là. Et la première chose qu'il leur a dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous ferez, tout ce que vous direz, si vous jouez de la musique, si vous faites, ça m'appartiendra. Il faut le savoir, je vous le piquerai. Donc il prévient, il est sympa, il dit à l'avance. Donc si quelqu'un pianote un truc sur le coin d'un piano dans un coin et que lui l'entend et que ça lui plaît, il pourra le prendre. Et donc c'est une manière d'assumer complètement le côté vampire. Sakamoto, c'est totalement l'inverse. C'est, on va dire, un caméléon. C'est-à-dire que lui, c'est un musicien qui a une curiosité infinie, mais qui accepte de se fondre dans le décor, qui n'est pas là pour prendre la vedette. Il apporte sa touche, il est voilà, soit comme compositeur, soit comme musicien, soit comme arrangeur, mais jamais il ne vient cannibaliser les gens qui l'entourent. Donc c'est peut-être qu'une hypothèse, hein, d'ailleurs, qui n'est étayée par rien, sinon par la supposition, mais peut-être que c'est pour ça qu'il n'a pas trop cherché à entretenir une relation artistique plus longue avec Bowie, peut-être parce qu'il savait que l'autre, comme à son habitude, veut aller lui faire les poches et sans rien donner en retour. Alors ça, c'est vraiment moi qui dis ça, mais j'en sais absolument rien. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans leur approche qui est tellement à la fois très commune et très différente. C'est vraiment ça, c'est ce rapport aux autres, et notamment aux autres musiciens. C'est aussi peut-être pour ça que l'un est devenu une star et l'autre un musicien qui n'a jamais cessé d'intéresser les mélomanes, mais qui n'a jamais véritablement connu la gloire, à part donc à l'époque de Furio. Et ce film, Furio, a largement servi de produit d'appel. Il y a quelque chose chez eux qui est évident, qui quand on les voit à l'écran, le film a beaucoup reposé sur leur interaction, sur le fait aussi que dans le scénario, il y avait quelque chose d'une attirance entre eux. De fait, voilà, il se trouve que c'est le sujet du film, mais je pense qu'il y a quand même une forme de génie, on va dire, de la part de Oshima, d'avoir, même par défaut,
réussi à réunir ces deux personnages qui vont vraiment marquer. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être connu l'époque de la sortie de Furio, mais c'était un film assez phénomène quand même. C'est-à-dire que David Bowie, qui est pas voilà, qui a pas une filmographie vraiment ni très intéressante ni très importante, a quand même réussi à ce moment-là à avoir un rôle qui était un rôle de poster d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on le voyait, cette image qu'on voit où il est la tête enterrée dans le sable est devenue vraiment une image dans le cinéma qui était super importante. Et même Sakamoto, d'une certaine manière, j'étais un peu dur avec lui au début en disant qu'il était mauvais acteur, mais il a quand même une plastique qui est assez intéressante. Il joue pas très bien, il le dit d'ailleurs lui-même, hein. Son grand truc d'avoir dit que la musique de film pour lui, faire la musique du film de Furio, c'était une certaine manière de dire, bon, moi je suis mauvais comédien, mais moi j'aurais fait une musique dont les gens se souviendront. Et ça, il l'a vraiment dit, enfin, il avait ce sentiment-là, il était assez humble par rapport à ça. Mais malgré tout, c'est quand même une image très forte de ces années-là, des années 80, et Oshima, à l'époque, a eu quand même, pour ce film-là, un succès qu'il n'avait pas eu depuis très longtemps, depuis l'Empire des Sens, mais l'Empire des Sens était un film qui était interdit au moins de 18 ans, donc il avait quand même réduit, alors que moi je me souviens que Furio, c'était un film qui plaisait beaucoup aux adolescents à l'époque, parce qu'il y avait cette fascination pour le Japon, il y avait ce côté un peu sulfureux des deux personnages qui sont vraiment en attirance totale dans un contexte qui ne devrait pas, en tout cas qui ne devrait pas être le terrain de leur relation comme ça, qui n'est pas consommé évidemment, mais qui reste quand même le sujet très fort du film. Donc c'est quand même, pour le coup, pour l'un et pour l'autre, ça a été déterminant. D'autant plus donc pour Sakamoto qui après a réussi grâce à cette musique à faire une carrière assez impressionnante de compositeur de musique de film. Il faut revenir aussi, d'une certaine manière, à la manière dont Bowie et Sakamoto ont mis en scène leur mort. Parce que ça, c'est encore une fois très symptomatique de l'un et de l'autre. Tous les opposent dans leur manière, parce qu'il y a une mise en scène pour les deux. Tous les gens ne mettent pas en scène leur mort, mais eux l'ont fait. Mais en ayant quand même tous les deux, d'une certaine manière, eu l'envie de donner à réfléchir sur l'art de la fragilité, ce qui est quand on est un musicien, notamment quand on est une rockstar comme Bowie, cette notion de la fragilité, c'est-à-dire de dire qu'on va mourir, ou en tout cas de le montrer, c'est d'une façon renoncer à cette immortalité qui était celle qu'on a essayé de simuler pendant des décennies. Donc, il y a un peu de vanité là-dedans, mais si on observe les deux manières dont ils ont tous les deux mis en scène, c'est un mot qui est un peu trivial, mais pour Bowie, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que Bowie a sorti l'album Black Star, donc 48 heures avant sa mort, probablement en choisissant de mourir, puisque, bon, ça n'a pas été dit explicitement, mais enfin, c'est très possible que tout ça ait quand même été programmé. Peu avant, il y a eu le clip de Lazarus que vous avez peut-être vu et qui donnait déjà pas mal d'indices. On ne sait pas ce qui est devenu sa dépouille. Ça, c'est quelque chose qui est aussi mystérieux. Il donne le sentiment de s'être désintégré dans le cosmos, hein, comme le suggère la symbolique de Black Star, l'étoile noire. En plus, en lien poussière d'étoiles, Stardust, revenant donc à Ziggy Stardust. Donc tout ça paraît très logique, très millimétré. D'une certaine manière, la mort de Bowie, c'est une œuvre d'art, c'est presque l'accomplissement de son œuvre, et ça fait partie presque de son... voilà, c'est presque une sorte c'est un chapitre aussi important que n'ont pu l'être certains de ses disques.
Alors Sakamoto, c'est un peu différent, hein, mais on reste dans le cosmos. Sur l'album Async, dont je parlais tout à l'heure, il y a un titre qui s'appelle Full Moon. Alors Full Moon, ça reprend un texte de Paul Bowles qu'on entend dans Un thé au Sahara, dont Sakamoto avait composé la musique. C'est un texte qui est récité dans une dizaine de langues et il pose cette question mélancolique de savoir à combien on assistera de pleine lune avant la mort. Donc c'est l'idée donc de savoir, et c'était vraiment le sentiment qu'avait Sakamoto à l'époque, et c'est pour ça, et là encore c'est assez symbolique le fait qu'il ait fait ce morceau où ce soit 10 langues, donc pour d'une certaine manière le rendre ce titre universel. C'était, et on l'entend vraiment dans ce disque qui est vraiment un bouillonnement de choses de la nature, etc. L'idée, c'est la nécessité de jouir pleinement du présent et des beautés de la nature avant que tout s'efface. Et ça, c'est deux choses finalement qui sont un peu communes à l'un à l'autre, sauf qu'on est dans deux rapports, et qui sont là pour le coup deux rapports qui sont presque des rapports civilisationnels. Hein. Au Japon, la nature a vraiment une importance déterminante. Tout ce qu'a fait Sakamoto à la fin de sa vie est en lien avec la nature. Dans l'interview que j'avais faite à l'époque, il avait eu une phrase magnifique qui en dit long sur son approche de la musique liée à la nature. Voilà ce qu'il disait. Il disait jusqu'ici, j'avais abordé le piano de manière classique. Cette fois, j'ai composé et joué en conscience que cet instrument a aussi composé d'éléments de la nature, le bois notamment, et du travail de l'être humain qui l'a construit. Donc je pense que ça donne une autre dimension à la façon d'en jouer, de déconstruire la musique comme on déconstruirait l'instrument lui-même. Donc ça, c'est quand même, je trouve, un rapport à la musique quand on est dans une sorte de chapitre final, de se dire l'instrument qui a été son instrument depuis l'âge de 6 ans, finalement, au moment où il sent qu'il va disparaître, ou en tout cas il sait qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas au début de sa vie, quoi. Il est plutôt sur la dernière partie. Il prend conscience que l'instrument, cet instrument-là, le piano, n'est plus un instrument, mais une sorte de matière organique, et que toute sa vie, finalement, sa musique a été une sorte de corps à corps avec des éléments, et non plus avec juste un instrument de musique. Ça, c'est quand même assez important. Et puis sur ce disque aussi, sur ce dernier album, il y avait David Sylvian qui était invité, le même qui chantait donc la chanson Forbidden Colors dans Furio. Sylvian qui à l'époque récitait un texte baptisé Life, hein, ça en dit long, et qui est un texte qui a été écrit par Arseny Tarkovsky, qui est le père du cinéaste russe Andrei Tarkovsky. Et c'est un poème qui dit, voilà, je vais vous le citer, à l'écart de nous-mêmes, alors c'est traduction française, hein, à l'écart de nous-mêmes, à l'écart du monde, les vagues se succèdent pour venir se briser sur le rivage. Sur chaque vague se trouve une étoile, une personne, un oiseau, des rêves, la réalité, la mort, vague après vague. Donc d'une certaine manière, Bowie est mort dans le simulacre d'une étoile qui explose, et Sakamoto comme une vague qui se retire. C'est d'une certaine manière assez symptomatique dans le rapport qu'ils ont eu l'un et l'autre avec à la fois leur musique et plus généralement leur attitude dans le monde. On va écouter pour terminer ce qui a été le sujet quand même dont on a souvent parlé, mais on l'a pas beaucoup entendu. C'est la musique de Sakamoto, le thème de Merry Christmas, Mr. Lawrence. Alors c'est un document qui est particulièrement émouvant, puisqu'il s'agit du dernier concert jamais donné par Sakamoto. Il se savait condamné à l'époque, hein, c'est beaucoup plus tard, c'est donc 1 an avant sa mort. Là, son cancer a repris. Il sait très bien que la rémission qu'il avait eue quelques années plus tôt voilà,
était derrière lui, et il se sait condamné, et il accepte une demande que lui fait son fils qui est réalisateur, qui s'appelle Neo Sora, de le filmer à huis clos, seul au piano, quelques mois seulement, donc avant sa mort. Et c'est un témoignage assez bouleversant. Le film s'appelle Opus. Il est passé hier ici dans le cadre de cette programmation musique du Forum des Images, mais si vous l'avez loupé, il y a d'autres moyens de le voir. C'est un très très beau film, très sobre, très émouvant. Et on va voir donc cet extrait de Opus, la musique, donc le thème célèbre de Merry Christmas, Mr. Lawrence, le plus célèbre sans doute de tout le répertoire de Sakamoto.
C'était l'extrait de Merry Christmas Mr. Lawrence, donc par Sakamoto en solo, filmé par son fils. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce film qui est assez long, hein, qui dure plus de 2 heures. C'est un vrai concert à huis clos comme ça, avec ce musicien qui est vraiment seul avec son piano. C'est très beau. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser ou pas, parce qu'il nous reste très peu de temps, mais si jamais il y avait des questions, je crois qu'il y a un micro quelque part. Voilà. De toute façon, quelle que soit la question que vous avez envie de poser, je n'aurai pas la réponse, mais vous pouvez toujours essayer. Parce que tout ça a été fait par ChatGPT, donc... J'ai plusieurs questions. Ah. Est-ce que vous savez si le film Furio a marché au Japon? Est-ce qu'il a été bien reçu par la critique? Alors, je n'ai aucune idée, mais je crois qu'il a très bien marché. En tout cas, en Europe, il a plutôt bien marché. Enfin, dans mon souvenir, c'est un film qui a beaucoup marché. Au Japon, je ne sais pas. Très honnêtement, D'accord. je Donc pourrais pas j'imagine vous dire. que vous ne savez pas s'il a eu un impact sur la réception de la musique de Bowie. Enfin, est-ce que ces disques se sont mieux vendus après ou ces concerts? Alors, je pense que Bowie a eu, comme je l'ai dit, un rapport au Japon vraiment très suivi. Il a fait des concerts dans les années 70. Il avait un public japonais assez fervent. Donc je pense que d'une certaine manière, le choix d'Oshima n'était pas complètement dénué voilà, d'intérêt par rapport à cette figure-là. Je ne sais pas si après coup, parce que Bowie, justement, comme je le disais tout à l'heure, il est devenu vraiment une superstar cette année-là avec Let's Dance, qui est un disque qui a marché dans le monde entier, ou probablement au Japon aussi. Est-ce que c'est l'incidence du film ou pas? Ça, je ne peux pas vous dire. Alors, j'ai une dernière question pour vous et puis après une autre pour le public. La question pour vous, c'est est-ce que vous conseillez le documentaire qui passe demain soir au Forum des Images à 20h Sur Bowie? sur Bowie? Bah, c'est pas vraiment un documentaire, hein. C'est un film arty autour de Bowie. Si on connaît pas tellement la carrière de Bowie, on peut être un peu perdu parce que c'est une sorte de montage totalement psychédélique de toutes les périodes de Bowie, mais il n'y a aucun fléchage. C'est-à-dire, on ne sait pas de quelle période ça date. On ne sait pas ce que ça raconte réellement. On voit juste ce type qui se transforme, qui fait des choses assez extraordinaires. C'est très virtuose comme film de montage, mais après, c'est pas vraiment pour connaître l'itinéraire de Bowie, c'est un peu compliqué. Ça dit pas grand-chose de son parcours. Après, c'est vraiment un trip, quoi. C'est vraiment un truc qui peut faire mal à la rétine, d'ailleurs. Et ma question pour le public, alors pour y répondre oui, il suffit de lever sa main 2 secondes, c'est qui avait, avant le milieu de l'année, déjà cherché à écouter des musiques de Sakamoto autres que celles qui sont dans Furio? Ah, Ok, bah voilà, merci. pas mal. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce cours. J'ai une question, je ne sais pas si vous aurez la réponse, comme vous l'aviez dit, mais Sakamoto et David Bowie ont-ils, à certaines occasions, durant des entretiens, des interviews, parlé chacun de l'impact de la musique de l'autre, pas forcément de ce qu'il pensait en termes de qualité, mais est-ce que Bowie a parlé de la musique que Sakamoto avait pu produire et inversement? Alors, c'est très étrange. J'ai quand même cherché, j'ai pas trouvé grand-chose. C'est-à-dire que sur le moment, Bowie n'a pas du tout envie de se mêler de la musique. Donc pour lui, c'est un élément extérieur au film. Probablement qu'après coup, connaissant Bowie, enfin pas personnellement, mais enfin, je pense qu'il a été un peu jaloux du fait que la musique ait aussi bien marché. Parce que d'une certaine manière, il devait considérer Sakamoto comme un musicien débutant, ou presque. Et la musique presque a volé la vedette au film. Elle est devenue vraiment très populaire. Je me souviens que les gens ont acheté cette BO. C'est une des premières BO vraiment qui a eu cet impact-là dans les années 80. En tout cas, il n'y en a pas eu énormément. Il y a eu Le Grand Bleu. Enfin, il n'y en a pas eu énormément où les gens achetaient le disque. Donc ça, je pense que Bowie, ça a dû un peu l'agacer.
Il n'a pas pu vampiriser ça, quoi. Ouais, et puis d'une certaine manière, je pense il pensait pas que le film serait retenu beaucoup pour sa musique. Enfin, c'était quand même un peu, j'imagine, pour lui. Après, il a très peu parlé de Sakamoto, mais très très peu, mais presque jamais. C'est ça qui est étrange. Et Sakamoto a beaucoup beaucoup parlé de Bowie, mais toujours en des termes assez vagues. C'est-à-dire que il en parlait toujours comme d'un grand artiste. Il disait oui, Black Star, c'est un album formidable, c'est sur la mort et tout ça. Mais je pense que ça a été une influence très importante pour lui, Bowie. Mais à la limite, comme j'ai essayé à peu près de l'expliquer, je pense que c'est plus les ingrédients qu'il y avait à l'intérieur de Bowie qui ont été une influence pour lui que Bowie lui-même. Parce que je pense que d'une certaine manière, Sakamoto s'est jamais mesuré à Bowie. C'est pas du tout un performeur, c'est pas quelqu'un qui va venir sur scène. Alors à un moment, il est dans les années 80, il a des costumes un peu extravagants. Il y a un album où il pose avec une espèce de fourrure jaune. Bon, mais il a jamais eu un personnage aussi fort que Bowie et c'était pas son domaine, le show, le côté théâtral du truc. Donc je pense pas que Bowie. Je pense qu'effectivement, la musique de Bowie, je pense qu'il l'a trouvé, il trouvait Bowie génial, comme tout le monde. Je ne suis pas certain qu'il en ait vraiment été une sorte d'élève, quoi. Il s'est développé à côté, je pense. Mais je ne peux pas parler pour lui non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, ce silence. Bon, ben merci beaucoup.